Salut les moches. Donc cette vidéo fait suite un petit peu à ma dernière vidéo, les Nati a arrêté de parler de dopage, parce que dans les commentaires, il y avait vraiment des commentaires ultra lunaires, il n'y a absolument aucune compréhension de la nuance. Donc là, je vais faire une vidéo qui explique vraiment la différence entre l'entraînement d'un pratiquant naturel et d'un entraînement dopé. Donc au début, quand on commence à s'entraîner, en général, on fait du full body parce qu'on ne peut pas mettre beaucoup de fréquence et on peut pas mettre beaucoup de volume. En général, on se limite à 2 fois par semaine. Ensuite, on peut peut-être faire du full body 3 fois par semaine et au bout de quelques temps, on passe sur un schéma upper-lower ou PPL et ensuite, on se met peut-être à faire du split. Peut-être, ça dépend, certains vont partir sur des séances upper-lower mais qui sont très différentes l'une de l'autre, d'autres vont partir sur des séances PPL mais avec une séance jambes en plus, enfin bref, il y en a un petit peu pour tous les goûts, ça dépend un petit peu de comment vous réagissez à l'entraînement, de ce que vous préférez et de vos points faibles. Mais déjà il faut comprendre un petit peu cette évolution, donc dans un premier temps, pourquoi est-ce qu'on fait du full body? Parce que le plus important au début c'est de mettre de la fréquence, d'apprendre à se servir de ses muscles, c'est ce que j'appelle créer de la sensibilité musculaire. Une fois que cette sensibilité musculaire se crée petit à petit, eh ben, les séances deviennent un peu plus conséquentes, donc on passe par exemple sur un schéma push-pull-leg, donc on isole un peu plus le corps, on peut mettre un peu plus de volume, et au fur et à mesure qu'on avance dans notre pratique, l'intensité monte, parce qu'on est capable de se servir de plus en plus de nos muscles, mais la fréquence et le volume aussi, donc on se retrouve avec une courbe qui ressemble un petit peu à une cloche, jusqu'à ce qu'on arrive à ce point culminant. Une fois qu'on arrive à ce point culminant, on a un problème, c'est qu'on ne peut plus récupérer correctement si on garde vraiment les mêmes schémas. Donc, soit on passe sur du split pour garder de l'intensité et du volume, mais on a moins de fréquence, ou on passe sur du PPL pour garder plus de fréquence et plus de volume avec de l'intensité. Enfin, on essaye de faire un choix judicieux, parce que si on veut récupérer correctement, on ne peut pas avoir de la fréquence, de l'intensité et du volume. Ça ne marche plus. Et selon les profils, cette remise en question arrive entre 5 et 8 ans d'entraînement. Parce que le facteur le plus limitant dans n'importe quel sport, c'est la récupération nerveuse. Ça, trop peu de monde en parle, mais c'est vraiment le facteur le plus important. Parce qu'en plus de ça, tout le long de notre pratique, on continue à gagner de la force petit à petit. Donc plus on va gagner de force, plus il va nous falloir de récupération nerveuse. Et donc plus les séances vont devoir s'espacer, et plus on va devoir réduire le volume. Et là, on arrive tout en bas de cette courbe, qui est en cloche, donc là en général c'est au bout de 15 à 20 ans de training et on se retrouve à faire des séances qui sont très très intenses, souvent sur un schéma top set, back up set, voire même des fois sur certains exercices comme le soulevé de terre uniquement sur de la top set. Donc le volume est très réduit, l'intensité est maximale et on doit prendre beaucoup plus de temps pour récupérer. Donc c'est pas rare qu'on se retrouve avec des pratiquants naturels qui ne font que 3 séances par semaine. D'autant plus que quand on gagne en âge, eh ben, on met plus de temps pour récupérer nerveusement. Donc il faut vraiment avoir un entraînement intelligent et au final la fréquence d'entraînement est très faible. Et si prendre du muscle naturellement ça prend beaucoup de temps, c'est parce que quand on s'entraîne on a toujours une dépression de nos hormones avant qu'elles remontent un peu plus haute et on est sans arrêt en train de leur faire le yo-yo. C'est un petit peu ce qu'on appelle la compensation et la surcompensation. Et du coup, quand on inclut le dopage là-dedans, qu'est-ce qui se passe? Dans un premier temps en fait, vous allez juste progresser plus vite sur cette courbe. Donc, plutôt que de mettre 15 à 20 ans avant d'arriver là, vous allez peut-être mettre 10-12 ans. Et ça, peu importe ce que vous allez prendre. Même si on a affaire à quelqu'un qui prend toute la panoplie, donc tout ce qui est testostérone et dérivés, hormones de croissance, insuline, certaines peptides, des SARMs expérimentaux, etc., etc. On va prendre un exemple. Donc, quelqu'un qui est arrivé à ce stade-là, tout en bas de la courbe, et qui est bodybuilder professionnel. La différence entre le pratiquant naturel et le bodybuilder professionnel, c'est quoi? Pas grand chose en fait, parce que le bodybuilder professionnel, certes, il est beaucoup plus massif, il est beaucoup plus fort, mais les charges d'entraînement qu'il manipule sont tellement extrêmes qu'il lui faut limite plus de récupération sur certaines séances comparé au pratiquant naturel, parce qu'on a toujours un facteur limitant qui est le système nerveux. Et comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, le système nerveux ne peut pas être dopé entre guillemets. Il peut l'être, mais c'est quelque chose de très spécifique, de très compliqué, et en plus de ça, dans le bodybuilding, il n'y a aucun intérêt. Donc au final, ça n'est pas rare de voir des bodybuilders professionnels aujourd'hui qui sont sur des formats upper-lower ou push-pull-leg, et qui s'entraînent par exemple une fois tous les 2 jours. Parce que l'intensité qu'ils mettent à l'entraînement est tellement folle qu'ils sont obligés de ne rien faire le lendemain pour récupérer. Là, je vous parle de profils qui jonglent avec des charges du style 300 kg au soulevé de terre en série de 8 à 10. Aujourd'hui, c'est quelque chose de tout à fait
fait normal. Du développé couché halter à 90 kg en série de 6 à 10 aussi, c'est tout à fait normal aujourd'hui. Il y a 20 ans, c'était complètement ahurissant. Il n'y avait que Chris Cormier et Ronnie Coleman qui pouvaient faire ça. Et encore, Chris Cormier, la technique d'exécution n'était pas fofolle. Et Ronnie Coleman, il faisait ça que pour les vidéos. Il faut avoir conscience que plus on prend lourd, plus il faut du temps pour récupérer. Il y a certains bodybuilders qui entraînent leur groupe musculaire tous les 8 à 10 jours. Là, je parle des groupes musculaires qui ne sont pas en retard ou qui sont des points forts. En général, quand on parle de points faibles ou de groupes musculaires qu'on veut développer, même pour des body pro, on est sur une fréquence de 4 à 5 jours. C'est pour ça que des commentaires à la con du style « Oh, les dopés, ils s'entraînent moins que les naturels », oui, mais c'est tout à fait normal, parce qu'il faut prendre en compte le niveau de la personne et son intensité à l'entraînement. Vous prenez quelqu'un qui s'entraîne très très lourd, que ce soit naturellement ou dopé, il devra obligatoirement récupérer nerveusement, sans parler des risques de blessures, la récupération articulaire, tendineuse, etc. Même quand on a affaire à des profils comme par exemple Nick Walker, je sais pas à quoi il tourne, mais c'est ahurissant, j'ai vu une vidéo récente de lui, le mec il a des veines comme le pouce sur les avant-bras, c'est complètement ahurissant. Mais lui par exemple, pourquoi est-ce qu'il peut se permettre de faire du volume ? Parce qu'il ne s'entraîne pas très lourd. Je suis sûr que c'est quelqu'un qui a beaucoup plus de force, mais il a fait le choix de s'entraîner entre guillemets intelligemment pour éviter d'épaissir son abdomen. C'est quelque chose qui est vraiment flagrant ces dernières années comparé à ses débuts, même si je suis pas du tout fan du physique, et pour moi son abdomen restera toujours problématique, d'autant plus qu'il a un point fort bras, et j'ai jamais compris les bodybuilders qui continuent à entraîner leur point fort, parce que quoi qu'il arrive, ils vont progresser sous chimie. Déjà qu'on continue à progresser naturellement quand on a des points forts, mais en plus de ça, vu les doses qui s'envoient, c'est obligé qu'ils vont hypertrophier leur point fort, mais il a fait ce choix de faire du volume, de se concentrer vraiment sur un entraînement entre guillemets léger pour quelqu'un de son gabarit, et du coup, il peut s'entraîner plus fréquemment. Contrairement à d'autres bodybuilders qui s'entraînent très lourd, qui ont un volume très réduit et une fréquence d'entraînement très réduite aussi. On ne peut pas avoir les trois en même temps. On ne peut pas avoir le volume, l'intensité, la fréquence. Ça n'est vraiment pas possible, sinon on va droit dans le mur, qu'on soit chargé comme un porte-avions nucléaire ou qu'on soit naturel. Si le dopage a l'air si magique dans un premier temps, c'est parce que les gens qui commencent à se doper sont sur cette courbe-là. Ils ne sont pas encore arrivés ici, et quand ils arrivent vraiment ici, à ce point culminant, là où ils doivent faire un choix entre le volume et l'intensité, eh ben ça se voit. Parce que ce sont des gens, soit qui sont très massifs et qui font beaucoup de volume avec des charges légères pour leur gabarit, ou bien ce sont des gens qui réduisent leur volume d'entraînement et qui continuent à avoir une très haute intensité, et du coup, les séances ont très peu de séries effectives et il y a très peu de séances dans la semaine. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'une majorité de bodybuilders font le choix de miser sur beaucoup d'intensité et très peu de volume. Est-ce que c'est une bonne chose? Je pense qu'à partir d'un certain temps, il vaut mieux éviter, parce que quoi qu'il arrive, ils vont faire de la masse, ils vont faire du muscle, et surtout pour leur longévité et leur carrière. Et en plus de ça, travailler très lourd, ça épaissit la sangle abdominale, surtout sur des exercices à charge libre, comme le squat, le soulevé de terre, ou d'autres exercices qui nécessitent d'avoir un très bon gainage. C'est pour ça que les bodybuilders devraient, selon moi, s'entraîner beaucoup sur les machines, éviter certains exercices, mais toujours faire un minimum de charge libre, parce que beaucoup de bodybuilders finissent par se blesser parce qu'ils ne travaillent que sur des machines, et du coup beaucoup de muscles stabilisateurs sont trop faibles par rapport aux muscles superficiels. Et ça aussi, ça ne vient pas spécifiquement du dopage que les gros bodybuilders se déchirent beaucoup plus facilement des muscles. C'est pas les produits dopants qui font ça, c'est juste qu'ils ne récupèrent pas correctement au niveau tendineux, articulaire et ligamentaire. Et donc, au final, la différence entre un pratiquant naturel et un pratiquant dopé, elle se fait surtout sur sa courbe de progression et ensuite sur le choix de son entraînement. Mais ça ne change pas des vérités que beaucoup ne sont pas prêts à entendre. Il faut s'entraîner avec la bonne intensité, avec un programme qui est adapté à votre morphologie, avoir la bonne nutrition et surveiller sa physiologie interne. Parce que si jamais vous avez certains facteurs physiologiques internes qui sont complètement aux fraises, vous avez beau prendre des produits dopants, ça ne marchera pas. Et encore, il faut y être réactif. Parce que certaines personnes, comme j'ai déjà dit, sont très peu réactives. Il leur faut beaucoup pour avoir très peu de résultats. Et quand c'est comme ça, bah ça vaut pas le coup parce qu'on se flingue la santé pour pas grand chose. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'hab, vous avez tout ce qu'il faut dans la description pour me contacter. Et je vous dis à bientôt. Ciao.